La partie 2 de cette épreuve est sec. Donc, la première question. La dégradation est mesurée par la probabilité machin. Exprimez cette quantité à l'aide de la fonction RT. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Donc on se donne un entier T et un réel positif et H, un réel strictement positif. La probabilité d'avoir T compris entre T et T plus H, et bien ça c'est la probabilité d'être plus petit que T plus H, moins la probabilité d'être plus petit que T. C'est-à-dire, si je regarde comment dire, ce qui est donné, je vais donc avoir du Ft de T plus H moins Ft de T. Très bien. C'est-à-dire 1 moins RT de T plus H, on n'a pas besoin ici de cette parenthèse, moins 1 moins RT de T, c'est-à-dire RT de T moins RT de T plus H. Voilà, donc on a répondu à la question. Ça c'est donc RT de T moins RT de T plus H. Voilà pour cette première question. Une première question toute simple. Question de A. On nous demande de calculer la limite de ce machin-là. Bon. Je vais me donner donc T, surtout H, puisque T, on nous le donne déjà là-dedans. H positif. La probabilité que T soit inférieur à grand T plus petit que T plus H sur H, c'est donc RT de T moins RT de T plus H sur H. Alors, j'applique directement ce qu'il y a au-dessus. On m'a posé cette question-là, c'est certainement pas un hasard. Et j'ai presque, presque un taux d'accroissement. C'est le taux d'accroissement de ma fonction RT, c'est-à-dire de ma fonction 1 moins ft de t. Donc j'ai sans doute intérêt à revenir à ft de t, et c'est-à-dire à revenir en fait à cette chose-là. C'est-à-dire du ft de t plus h moins ft de t, le tout sur h. Or, on reconnaît un taux d'accroissement. On reconnaît le taux d'accroissement de la fonction ft entre t et t plus h. Cette fonction ft est dérivable en petit t, puisque c'est une primitive de petit ft, d'où la limite quand t tend vers 0, pardon, c'est pas quand t, c'est quand h, t, c'est pas, toujours pas t, c'est toujours h, plus grand que 0 de cette quantité-là, de la probabilité donc d'avoir grand T compris entre t et t plus h sur h, va être égal à f' de t, c'est-à-dire petit ft de t. Voilà pour cette question. Alors, petit 2, je vais mettre un petit a1, il n'y avait pas de petit a, mais le vrai petit a est ici. On appelle taux de défaillance machin, justifier que RT de T est strictement positif. Bon, là-dedans, si on regarde bien les choses, la seule information que l'on a, c'est qu'on a une fonction continue ne s'annulant pas sur R plus étoile. On va pouvoir réutiliser une méthode que l'on a déjà utilisée précédemment, le fait que la fonction ne s'annule pas sur R plus étoile. Donc ici, je me donne
t un réel positif. Et on va pouvoir s'intéresser à rt de t avec les deux mêmes méthodes que l'on a déjà utilisées dans une question précédente. rt de t, moi j'aime bien la démonstration par l'absurde, je la trouve élégante. Supposons que rt de t soit égal à 0. On a alors la probabilité d'avoir grand T plus grand que T qui est égale à l'intégrale de T à plus l'infini de f T de x dx qui vaut 0. Or, ft étant positive strictement, sur t plus l'infini, on a pour tout t appartenant en positive et continue, pour tout t appartenant, pour tout x appartenant à t plus l'infini, ft de x égale 0. Or, eh bien, ft est strictement positive sur R+. On a donc une contradiction. D'où, pour tout t appartenant à R+, la probabilité d'avoir donc RT tout simplement, RT de t est strictement positif. Et voilà. Donc, ce qui nous permet de définir ce qui s'appelle le taux de défaillance. Question B, montrer que lambda de t est égal à la dérivée de machin. Très bien. Donc RT est dérivable sur R+, ne s'annule pas, ne s'y annule pas, je vais dire les choses comme ça, ne s'y annule pas, et y est strictement positive. Donc je peux dire que la fonction qui a t associe ln de 1 sur rt de t est donc dérivable sur R+. Cette fonction-là, je vais l'appeler par exemple, je sais pas moi, h, soit t appartenant à R+, h' de t est égal à quoi? La dérivée d'un logarithme, la dérivée d'une composée. Je vais donc avoir la dérivée de cette chose-là. On peut faire peut-être plus simple. Je vais déjà commencer par réécrire h de t est égal à ln de 1 sur rt de t, c'est-à-dire moins ln de rt de t. Ce sera beaucoup plus facile à dériver, d'où h' de t, la dérivée d'un logarithme, c'est moins u' sur u. Donc je vais avoir moins, le moins qui est ici, multiplié par moins u' rt' de t, divisé par rt de t, c'est-à-dire, eh bien je n'ai plus de moins et moins, donc j'ai rt' de t, divisé par rt de t. RT, c'est donc 1 moins ft'. Je vais obtenir du moins ft de t sur rt de t. Et ça, c'est très embêtant parce que, non, j'ai dit une bêtise, c'est pas du moins u' sur u, c'est juste du u' sur u.
égale lambda de t. Alors, je pense que cette notation en d sur dt vous a fait peur, mais c'est simplement la dérivée par rapport à t de ln de 1 sur rt de t est égal à 1, est égal à lambda de t. C'est une notation un peu physicienne des choses qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais ça signifie tout simplement la dérivée. Question C. En déduire l'expression de RT à l'aide d'une intégrale. Bon. On a ici une dérivée. Donc évidemment, on va pouvoir intégrer les choses. Hein. On a donc comment dire, pour tout t appartenant à R+, d sur dt de ln de 1 sur rt de t est égal à lambda de t. Bon. On veut avoir rt, d'où ben, je vais intégrer en fait tout bêtement. L'intégrale de cette chose-là va être égale à l'intégrale de RT. Ce qu'il faut, c'est que j'obtienne pardon, du RT en fait à la fin. Donc il faut bien choisir les bonnes bornes pour mon intégrale. Je vais intégrer entre 0 et x, hein, tout simplement. Donc de d sur dt de ln de 1 sur rt de t dt va être égal à l'intégrale de 0 à x de lambda de t dt. Et puis si jamais je me rends compte que mes bornes, ça ne va pas, eh bien j'aurai toujours loisir de les modifier plus tard. Ici, une primitive, c'est forcément 1 sur, ln de 1 sur rt de t, que je vais intégrer entre 0 et x, qui sera égal à l'intégrale de 0 à x de lambda de t dt. On me demande bien d'avoir cette chose-là. Donc ici, je vais avoir du ln de 1 sur rt de x moins ln de 1 sur rt de 0 qui vaut l'intégrale de 0 à x de lambda de t dt. C'est très bien. Maintenant, il faudrait évaluer le rt de 0 finalement. Combien vaut rt de 0 ? Or, rt de 0, c'est l'intégrale, c'est la probabilité tout simplement que t soit supérieur ou égal à 0. Et comme t est une variable aléatoire positive, ça vaut 1, car t est positive. C'est-à-dire que la probabilité que t soit positive vaut 1. D'où on a la chose suivante, moins ln de rt de x est égal, alors moins ln de 1 qui vaut 0, hein, est égal à cette intégrale. Je n'ai plus qu'à prendre l'opposé puis l'exponentielle, d'où rt de x est égal à l'exponentielle de moins l'intégrale de 0 à x de lambda de t dt, et ce, pour tout x appartenant à R+. J'ai bien exprimé mon RT sous la forme d'une intégrale qui fait intervenir lambda de t comme ça m'était demandé dans l'énoncé. Et on a terminé la question 2. Passons à la question 3. Question 3a, soit v la fonction définie par machin, montrez que, où v' désigne la dérivée de v, très bien. Alors évidemment, on remarque que v est dérivable sur R+, en tant que produit de telle fonction.
pose pas de problème. RZ, c'est dérivable, pas de problème, puisque Z est une variable aléatoire à densité qui est continue, ça ne nous pose aucun problème. Multiplié par T, pas de problème, donc V est dérivable en tant que produit. On va donc se donner un réel T, un réel positif T. V' de T sera égal à 1 fois RZ de T moins T multiplié par RZ' de T. Très bien. Or, RZ' de T, ça sera égal à 1 moins FZ'. Non, pardon. R, c'est R qui est égal à ça. Voilà. Hop, d'où RZ' de T est égal à moins FZ' de T, c'est-à-dire moins G de T. Puisque G est une densité de Z. D'où, pour tout T appartenant à R+, V' de T est égal à RZ de T plus TG de T. Je renverse l'écriture. Pour tout T appartenant à R+, eh bien TG de T pardon. Ici c'est un plus, donc ici c'est un moins. Donc TG de T est égal à RZ de T moins V' de T. Il faut que je fasse un petit peu plus attention à ces erreurs de signes, alors que vous pouvez faire aussi, hein, mais preuve, quand on fait les choses sans trop faire attention, on se trompe. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la partie 1, il y a une petite modification que j'ai faite après coup. Je vous laisserai regarder le document, la trace écrite, pour que vous voyez. C'est juste à la fin, je l'ai noté dans le commentaire de la vidéo. Bref, fermons la parenthèse. Passons à la partie B, qui pour moi est la partie difficile de la question. Il faut montrer que la limite de V de T est égale à 0. Et sur V, on n'a pas beaucoup d'informations. On ne peut bien sûr pas utiliser V', puisque malheureusement, les limites de V et de V' n'ont pas de lien facile, direct, l'une avec l'autre. Donc la seule façon que l'on peut avoir de travailler sur cette limite de V, c'est d'utiliser la seule chose que l'on sait sur V, c'est-à-dire que c'est T multiplié par RZ de T. Donc si je me donne un réel T, un réel positif, V de T est égal à T multiplié par RZ de T. Bon. Et là, je n'ai pas beaucoup d'informations. La seule chose que je peux dire, c'est remplacer RZ par une certaine probabilité. Et pour pouvoir dire que les choses tendent vers 0, ça ne va pas être si simple que ça. Parce que bien sûr, je peux remarquer que c'est T multiplié par 1 moins la fonction de répartition de Z. Alors certes, le 1 moins la fonction de répartition de Z va tendre vers 0, donc ça m'arrange plutôt, mais il ne faut pas oublier que c'est multiplié par T, et le T, lui, tend vers plus l'infini. Donc, c'est très problématique, puisque ça nous fait une forme indéterminée. Donc là, ce que j'ai écrit là n'est pas faux, mais ne va pas nous servir directement. Donc ce que l'on va faire plutôt, c'est qu'on va s'intéresser, on va déjà remarquer que ça c'est T multiplié par l'intégrale de T à plus l'infini de G de T, alors pas de G, enfin pas de G si, de G par exemple de X, dx. Voilà. Et maintenant il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Le problème c'est que je n'ai pas d'informations sur G, donc je ne peux pas calculer directement cette intégrale. Ce qui veut dire que je vais devoir probablement m'intéresser
à une majoration de cette intégrale. Qu'est-ce qu'on a comme information? Parce que bien sûr, le fait que v de t tend vers 0, ça ne marche pas pour toutes les variables aléatoires. Ça va fonctionner ici uniquement pour celle-là. Et si on regarde, j'ai une information qui est que ma variable aléatoire admet une espérance. Et ben, il va falloir que je fasse intervenir cette espérance. Je peux faire rentrer le t là-dedans. Donc je vais avoir l'intégrale de t à plus l'infini de t multiplié par g de x dx. C'est pas tout à fait l'espérance, parce que pour avoir l'espérance, il faudrait que j'ai x g de x, or ici j'ai t g de x. Mais c'est pas grave, parce que là je vais pouvoir majorer. Pourquoi? Eh bien parce que pour tout x appartenant à t plus l'infini, eh bien vous avez x qui est supérieur ou égal à t. Ou si vous préférez, t qui est plus petit que x. D'où v de t va être inférieur ou égal à l'intégrale de t à plus l'infini de x g de x dx. Et ça, c'est assez sympathique. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai la bonne expression pour mon espérance. Voilà, donc il y a plusieurs façons de s'en sortir. La façon, je pense, la plus simple ici, c'est de revenir à une forme qui va faire apparaître l'espérance. C'est-à-dire ici, je vais dire que ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x g de x dx, moins l'intégrale de moins l'infini à t de x g de x dx. Cette intégrale, je sais qu'elle converge, puisque, sans problème, eh bien, grand x admet grand t, je crois qu'elle s'appelle grand t, non, c'est grand z, grand z. Donc cette intégrale converge vers e de z. Bon. Très bien, et finalement, qu'est-ce que j'ai? Donc, pour tout t appartenant à R+, v de t est inférieur ou égal à e de z, très bien, moins l'intégrale de moins l'infini à t de x g de x dx. Mais cette chose-là, cette deuxième intégrale, en plus l'infini, elle va tendre vers l'espérance de z, elle aussi. Pour que ce soit bien, je peux remarquer que mon v de t ici, il est positif. Un petit coup de théorème des gendarmes et j'aurai terminé. Or, la limite, lorsque t tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins l'infini à t de x g de x dx, c'est là aussi l'espérance. Conclusion d'après le théorème des gendarmes, ou d'après le théorème d'encadrement. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette appellation théorème des gendarmes, mais moi je trouve qu'il veut très bien dire, on voit très bien l'image. Eh bien, on en déduit que la limite, quand t tend vers plus l'infini, de v de t est égale à e de z moins e de z, c'est-à-dire 0. Voilà pour cette question B qui, à mon avis, est la question un peu délicate parce que c'est pas forcément simple de voir qu'il faut faire intervenir l'espérance. D'ailleurs, il me semble que, enfin c'est pas il me semble, hein, on en a discuté avec l'un d'entre vous la semaine passée, et alors, on n'avait pas le sujet sous les yeux, c'est pour ça que j'ai dit des bêtises, ne sachant plus vers quoi tendait t, je suis pas bien sûr d'avoir eu la bonne... le bon énoncé, mais donc bref, ce que j'ai dit ce jour-là n'est pas ce que j'ai écrit là-dessus, et ce que j'ai dit ce jour-là ne s'applique pas à cette situation-là, mais je suis pas certain que ce soit exactement la même chose que ce qui m'avait été présenté sans l'énoncer. Fermons la parenthèse, revenons à la question 3C, où on nous demande d'en déduire cette fois l'espérance de Z. Bon, je sais que pour tout t appartenant à R+, eh bien, tg de t égale rz de t moins v' de t. Z admet une espérance, donc j'ai convergence des intégrales.
Voilà, donc l'espérance de z, ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, a priori, de Rz de t. Alors c'est sur R+. Je vais noter ça comme ça. De petit z G2z dz, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini, puisque sur moins l'infini 0, il ne se passe rien, de t G2t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de Rz de t moins V' de t dt. Pas de problème. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dedans? Pas grand-chose en fait. Mon intégrale, l'intégrale de départ converge. Or, l'intégrale de 0 à plus l'infini de V' de t dt, c'est eh bien V de t entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire la limite quand t tend vers plus l'infini de V de t moins V de 0, c'est-à-dire 0 moins 0 multiplié par Rz de 0, c'est-à-dire 0. Donc cette intégrale, évidemment, elle converge sans difficulté. Et donc cette intégrale converge donc. Il en va donc de même pour celle de Rz, car Z admet une espérance, donc l'intégrale qui est à gauche converge. D'où l'espérance de z, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de Rz de t dt. Et on a terminé la question 3. Passons à la question 4. On suppose désormais que t admet une espérance, très bien, soit t un réel positif fixé, le système ayant fonctionné sans panne jusqu'à la date t, on appelle durée de survie, la variable aléatoire grand t petit t, qui est grand t moins petit t, représentant le temps s'écoulant entre la date t et la première panne. On a donc machin, on nous donne une expression, pas de problème, montrer que tout réel positif, pour tout réel positif, r t petit t de x égale un machin. Bon. Donc je me donne un réel positif x, et bien sûr je vais m'intéresser à r grand t petit t, ça commence à faire beaucoup d'indices, de x. Évidemment, la seule information que j'ai à mon sujet, c'est que c'est la probabilité que t petit t soit plus grand que x. Bon. On me demande de faire référence à r grand t, c'est-à-dire qu'ici j'ai la probabilité que t moins petit t soit supérieur à x. Oui, on me donne même autre chose qui sera sans doute plus utile. C'est pas faux ce que j'écris, hein, mais ici, c'est ma... comment dire, mon écriture, hein, et tout simplement, je vais utiliser la formule des probabilités composées pour m'en sortir. Je vais donc avoir la probabilité d'avoir grand T supérieur à petit t et grand T supérieur à t plus x divisé par la probabilité d'avoir grand T supérieur à t. Or, exactement comme on l'a déjà mentionné plus tôt, vous remarquez, il y a quand même pas mal de redites dans ce sujet. Ça, je vais avoir la probabilité d'avoir grand T supérieur à t plus x divisé par la probabilité d'avoir grand T supérieur à t, parce que x est positif, et donc,
si t est plus grand que t plus x, nécessairement, t plus grand que petit t. Donc, l'événement t supérieur à t est inclus dans l'autre. Non, t plus grand que t plus x est inclus dans t supérieur à t. Et donc, j'obtiens exactement ce que je veux, c'est-à-dire que RT de t plus x au numérateur et au dénominateur RT de t. Je conclus, je n'oublie pas de conclure. Pour tout x positif, RT petit t de x est égal à RT de t plus x divisé par RT de t. Voilà pour la question 4a. Passons à la question 4b. En déduire que l'espérance est égale à machin. Bon. Grand T admet une espérance. Donc, grand T petit t qui est grand T moins petit t aussi, par linéarité de l'espérance. Par linéarité de celle-ci. Il va falloir que l'on fasse notre calcul, en fait. Hein. Et, à mon avis, cette espérance de grand T, on va pouvoir s'en sortir avec une question à laquelle on a déjà répondu. La question 3C. D'après la question 3C, on va avoir une égalité, en fait, hein, qui nous est donnée. L'espérance de grand T petit t, ça sera l'intégrale de 0 à plus l'infini de RT petit t de, alors je ne vais pas l'appeler petit t ici, de x dx, c'est-à-dire, d'après la question que je viens juste de corriger, l'intégrale de 0 à plus l'infini de RT de t plus x sur RT de t dx. RT de t ne dépend pas de x, donc lui par linéarité je peux le sortir. Je vais avoir du 1 sur RT de t, intégrale de 0 à plus l'infini de RT de t plus x dx. Il me reste à évaluer cette intégrale. Bon, le problème, c'est que, comme j'ai déjà dit, les changements de variables et ainsi de suite, on ne les a pas fait sur des intégrales impropres. Donc il va falloir que l'on pose quelque chose, faire tendre, et ainsi de suite. On va donc s'intéresser à ça. Donc soit u appartenant à R+, l'intégrale de 0 à u de RT de t plus x dx va être égale à une autre intégrale en posant... Alors, il me faut encore une nouvelle variable que je vais appeler v, par exemple. Pardon, v, c'est encore une autre fonction. Donc, je mets ça ici en posant petit z, par exemple, est égal à t plus x. On me dit de mettre le u à la fin, alors je vais faire autrement. Je vais mettre le z ici. Et ici, je vais mettre le u ici. J'ai donc du égale dx. Et donc, j'ai l'intégrale de, lorsque x vaut 0, j'ai donc t, jusqu'à z plus t, de rt de u, du. Je n'ai plus qu'à faire tendre z vers plus l'infini, d'où, en faisant tendre
z vers plus l'infini. L'intégrale de 0 à plus l'infini de rt de t plus x dx est égale à l'intégrale entre t et plus l'infini de rt de u du. D'où ce que l'on veut. C'est-à-dire que l'espérance de t indice t, c'est 1 sur rt de t, intégrale de t à plus l'infini de rt de u du. Il y a beaucoup d'indices pour ça, mais nous y sommes arrivés. Les questions d'après illustrent les notions introduites précédemment sur des systèmes simples. Bon, une partie qui n'est pas très compliquée. Question 5a. On suppose que t suit la loi exponentielle de paramètre mu. Déterminer la fiabilité et le taux de défaillance. Donc la fiabilité... exponentielle de paramètre mu. La fiabilité, j'ai un trou, c'est le RT, je crois. On appelle fiabilité, c'est le RT. Très bien. Donc on a soit x appartenant à R+, et bien RT de x, alors RT de x, on va remonter un petit peu plus haut. Voilà, bah, tout simplement c'est 1 moins ft de x, c'est-à-dire exponentielle de moins mu x. Donc voilà ma fiabilité. En même temps, pas besoin de refaire de lignes supplémentaires. J'ai directement ça. Ensuite, on nous demande le taux de défaillance. Le taux de défaillance, c'est le lambda. Donc soit x, là aussi appartenant à R+, lambda de x, c'est f t de x divisé par r t de x, c'est-à-dire mu exponentielle de moins mu x, divisé par exponentielle de moins mu x, c'est-à-dire mu. Alors, je vais faire mon cadre assez grand. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Voilà, la 5a, il n'y a quasiment pas de travail à faire, si ce n'est bien se rappeler ce que sont ces choses. Question 5b. On va voir que là non plus, il ne va pas y avoir tellement de travail à faire. On suppose que le système est composé de deux organes montés en série, dont les durées de vie sont supposées indépendantes, ce qui implique qu'on nous explique ce que c'est qu'un montage en série, bien que ce soit quand même des notions de physique de collège, ce qui implique qu'il tombe en panne dès que l'un des deux tombe en panne. On note TI, la durée de vie de l'indice I, machin, déterminer la fiabilité et le taux de défaillance. Bon. On peut remarquer ici que si j'appelle T la durée de vie du système, eh bien j'ai T qui sera la plus petite des durées de vie, puisque dès qu'il y en a un qui tombe en panne, le système est en panne. C'est le min de T1 et de T2. Or, on nous dit qu'il y a des exponentielles de paramètres qui vont bien. Donc T1 suit la loi exponentielle de paramètres mu1 et T2 suit la loi exponentielle de paramètres mu2. D'après quoi? Eh bien, d'après la question, une question précédente, et ça, il n'y en a aucun d'entre vous qui l'a vu. D'après la question, je remonte un petit peu, 3a de la partie 1. D'après la partie 1, question 3a, t suit la loi exponentielle de paramètres mu1 plus mu2. Il n'y a pas de calcul à refaire ici. C'est une loi exponentielle, donc en plus on va pouvoir réutiliser la 5a. D'où, pour tout x appartenant à R+, rt de x est égal à exponentielle de moins mu1 plus mu2
de x, voilà ma fiabilité et ma défaillance. Lambda de x est égal à mu1 plus mu2, tout ça d'après ce qui précède. Puisque c'est une loi exponentielle en fait. Vous vous en douterez, forcément la question d'après, elle fait référence à l'autre situation que l'on a vue, à la question 3b. Alors j'ai marqué 3a ici, mais en fait c'est la question 3b. C'est la question 3a. On avait d'abord traité le problème du max et après le min. Donc question 5c. Cette fois ici, j'appelle toujours grand T la fiabilité, la durée de vie du système. Mais là, ici, c'est un système avec de la redondance et des composants montés en parallèle, c'est-à-dire que le système va fonctionner tant que l'un des deux composants fonctionne. On a T qui est le max de T1 et de T2. Et comme T1 suit là aussi, comme par hasard, une loi exponentielle de paramètre mu1, c'est bien ça, et T2 suit une loi exponentielle de paramètre mu2, et bien RT qui sera égal à 1 moins FT, on a RT de x qui sera égal à 1 moins FT de x, c'est-à-dire 1 moins, je remonte un petit peu, ça commence à remonter parce qu'on a quand même pas mal travaillé, non c'était un petit peu après quand même, hop, hop, voilà, 1 moins le produit des exponentielles, enfin 1 moins exponentielle de moins mu1x, 1 moins exponentielle de moins mu de x. C'est-à-dire, je pense qu'on peut simplifier un petit peu les choses, puisque si je développe, est-ce que c'est bien utile? Ouais, on peut le faire. On va avoir 1 moins exponentielle de moins mu1, moins exponentielle de moins mu2, plus exponentielle de moins mu1 plus mu2, c'est-à-dire exponentielle de moins mu1x plus exponentielle de moins mu2x moins exponentielle de moins mu1 plus mu2x. Donc pour tout x appartenant à R+, RT de x est égal à ça. Voilà ma fiabilité. Et c'est tout, on ne nous demande pas le taux de défaillance. On aurait pu le calculer, remarquer un mais, on ne nous le demande pas ici. Question 6. Donc on nous donne une nouvelle loi qui s'appelle la loi d'Erlang. Bon, peu importe son nom, vous n'avez pas besoin de connaître cette loi d'Erlang. Vérifier qu'on a une densité de probabilité. Pour avoir une densité de probabilité, il faut être continu sauf en un nombre fini de points, positive, et avoir une intégrale qui converge et qui vaut 1. On peut remarquer que pour tout, donc on va déjà se fixer une fois pour toutes n, un entier naturel non nul, bêta, un réel strictement positif. Donc on peut remarquer déjà que pour tout t appartenant à R, eh bien phi n bêta de t est supérieur ou égal à 0, vous avez que des nombres positifs. Phi de n bêta vaut soit 0, soit est un produit de réel positif. Alors pas forcément strictement positif à cause du produit par bêta t, mais de réel positif, mais de toute façon, la positivité nous suffit. Donc la fonction est positive. Ensuite, la continuité, eh bien, phi n b est continue sur R- étoile, fonction constante.
ainsi que sur R+, en tant que produit de telle fonction. Et on va s'intéresser maintenant à l'intégrale. Mais vous vous doutez bien que si au tout début on nous a fait montrer que x puissance n avait une espérance, c'est pas pour rien. Ça va nous resservir ici. Donc on va s'intéresser à cette intégrale. L'intégrale ici de 0 à plus l'infini, de phi de n et de bêta de t dt. C'est donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de bêta sur factoriel de n-1, bêta t à la puissance n-1, exponentielle de moins bêta t dt. Remarquez qu'en fait, là, j'ai oublié le factoriel ici. Ce coefficient avec la factorielle, on peut s'en passer en fait. On va s'intéresser au reste. Et pour ça, on peut même faire un petit changement de variable. Donc je vais me donner z un réel positif. On va s'intéresser à l'intégrale de 0 à z de bêta t puissance n-1 exponentielle de moins bêta t dt. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à l'intégrale, une certaine intégrale, de 0 à quelque chose. Alors, en posant, je vais mettre x, par exemple, égale bêta t. Est-ce qu'on a vraiment même besoin de ça? Je réfléchis ce qu'il y a de plus malin à faire là-dedans. Bon, ça... Donc, dx est égal à bêta dt. Donc, voilà. Donc, je vais avoir, si x est égal à bêta t, lorsque t vaut z, ici, je vais avoir donc du bêta x, du bêta z. Mon bt puissance n-1, ça va me donner du x à la puissance n-1. J'aurais dû mettre, bref, exponentielle de moins x dx. Et cette chose-là, ça va converger puisque je vais reconnaître. Or, cette intégrale converge vers e de x puissance n-1, où x suit une loi exponentielle de paramètre 1. Ce qui nous est dit précédemment. D'après la question, alors c'est une question tout au début. Pas tout à fait celle-là. Celle-là ici, vous voyez, j'ai factoriel n, donc ça sera pour moi du n-1 sur mu puissance n, donc du factoriel n. D'après la question, j'ai oublié le numéro, je vais revenir en arrière. D'après la question, 1c de la partie 1. L'espérance de x à la puissance n-1, avec x qui suit la loi exponentielle de paramètre 1, vaut factoriel de n-1. J'ai oublié ici 1 sur bêta. Conclusion de tout ça, on en déduit, sans trop de calcul, puisqu'on les a fait avant, que l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi de n et de bêta de t dt converge.
et vaut bêta sur factoriel de n-1 multiplié par factoriel de n-1 sur bêta, c'est-à-dire 1. Phi n bêta est positif sur R, continue sur R sauf éventuellement en 0. En fait, pour marquer qu'il y a continuité en 0, mais on n'en a pas besoin. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi n bêta de t dt converge et vaut 1. Phi n bêta est une densité de probabilité. La question pouvait paraître difficile, mais il faut bien vous dire que si on nous a fait faire tout ce travail à la première partie, c'est pas par hasard. Et ça, il y en a bien peu d'entre vous qui ont vu, quand je dis bien peu, je crois que c'est aucun, j'en mettrai pas ma main à couper, hein, mais très très peu d'entre vous ont vu ce lien avec la première partie. Donc on a vérifié que on avait bien une variable, une densité de probabilité, pas de problème. Question B. On suppose que T a pour densité la fonction machin, montrer que la fiabilité à la date T est RT petit t de T, c'est quoi? C'est 1 moins FT de T. C'est-à-dire, j'ai oublié mon signe égal, moi, 1 moins, oui, l'intégrale de moins l'infini en théorie, mais ici de 0 à, non pas à 1, mais à t, de phi n bêta de t dt. C'est-à-dire 1 moins l'intégrale de 0 à t, donc là il va y avoir un petit travail par contre, de bêta sur factoriel de n-1, bêta t à la puissance n-1, exponentielle de moins bêta t dt. Pas de problème. Comment calculer finalement cette intégrale, puisque c'est ça qui va nous gêner. Ici, l'intégrale nous pose un petit peu problème parce qu'on a ce bêta t en fait qui va nous obliger a priori à faire une intégration par partie. Le problème c'est qu'il ne va pas en falloir qu'une seule, mais il va en falloir plusieurs. Donc ça serait sans doute judicieux d'avoir ça. Remarquez qu'il y a plus malin. Il y a plus malin. Plutôt que on nous donne en fait la fonction, donc on peut l'utiliser. On a donc ft de t qui est égal à 1 moins rt petit t de t, d'où phi n bêta de t qui doit être égal à moins r' t petit t de t. Il me suffit de vérifier que la fonction que l'on me donne comme étant celle de R est dérivable et que sa dérivée vaut bien ce que je veux. Notons, j'ai déjà F, j'ai déjà du G, j'ai déjà du H, je peux réutiliser H. H de t est égal à exponentielle de moins bêta t multiplié par cette somme pour k allant de 0 à n-1 des bêta t à la puissance k sur factoriel k. H est somme et produit, alors somme, il y a même des composés,
somme produit est composée de fonctions dérivables sur R, hein, carrément, enfin même R plus suffirait. Hein. Donc H est dérivable sur R. Bon. Si j'arrive à montrer que la dérivée c'est phi n bêta, j'aurai presque mon R, il suffira juste que je vérifie que ça marche pour une constante, pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc, je me donne un réel t positif, et je vais calculer mon h' de t. J'ai donc ma dérivée de l'exponentielle, donc je vais avoir du moins bêta exponentielle de moins bêta t, facteur de cette somme, des bêta t à la puissance k sur factoriel k, plus l'exponentielle de moins bêta t, multiplié par la dérivée de cette somme. Bon. La dérivée de cette somme, c'est quoi? C'est tout simplement la somme des dérivées, parce que la somme est finie. Ça ne marche pas forcément avec une série. La somme pour k allant de 0 à n-1, d, alors mon factoriel k c'est une constante, ici j'ai du bêta à la puissance k qui est une constante, multiplié par k, t puissance k-1. Alors pour k égale 0, ça dégage, et donc on va avoir moins bêta exponentielle de moins bêta t, somme pour k allant de 0 à n-1, des bêta k à la puissance k sur factoriel k, plus exponentielle de moins bêta t, somme, eh bien ma somme elle peut partir de k égale 1 jusqu'à n-1, d k bêta puissance k, t puissance k-1, alors je peux même simplifier ici, sur factoriel de k-1. Voilà. L'exponentielle, je pourrais la mettre en facteur. Je vais avoir donc ici du moins bêta. Exponentielle de moins bêta t. Somme pour k allant de 0 à n-1 des bêta k, des bêta t à la puissance k sur factoriel k. Plus, je peux sortir un bêta. Bêta exponentielle de moins bêta t, somme, je vais faire un petit changement d'indice évidemment, pour i allant de 0 à n-2, des bêta i à des bêta t à la puissance i sur factoriel i. Qu'est-ce qui va nous rester? Vous voyez que les deux sommes en gros sont les mêmes, donc je peux mettre du bêta exponentielle de moins bêta t en facteur. Facteur de quoi? Facteur de la somme pour i allant de 0 à n-2, des bêta t à la puissance i sur factoriel i, moins la somme pour k allant de 0 à n-1, des bêta t à la puissance k sur factoriel k. Et je vais donc avoir du bêta exponentielle de moins bêta t. Il va me rester juste ce qui se passe pour... Alors j'ai un signe moins qui ne me plaît pas. Si c'est normal puisque je dois trouver l'opposé. Donc je vais avoir un moins ici. Bêta t à la puissance n-1 sur factoriel de n-1. J'ai exactement ce qu'il me faut, c'est-à-dire que j'ai moins
phi n bêta de t. Donc j'ai montré que pour tout t appartenant à R+, j'ai montré ça en fait, hein, j'ai montré que R' t de t était égal à moins phi n bêta de t. Ce qui ne veut pas dire maintenant qu'il y a l'égalité, il faut vérifier que ça fonctionne pour 0. Or, RT, c'est ça qu'on me demande au moins. Oui, la fiabilité. RT de 0 est égal à quoi? Ben, RT de 0 doit être égal à 1 moins F T de 0. C'est-à-dire à 1, on l'a déjà vu, hein, car T est à valeur positive. Et d'autre part, H de T vaut exponentielle de moins bêta fois 0, somme pour k allant de 0 à n-1, d bêta fois 0 à la puissance k, sur factoriel k. Et donc on a juste quelque chose qui se passe en 0, c'est-à-dire qu'on a 1 multiplié par la somme, en fait il ne se passe que quelque chose que quand pour k égale 0, 0 à la puissance 0 sur factoriel 0 égale 1 avec la convention classique 0 puissance 0 égale 1. D'où finalement, pour tout t appartenant à R+, donc là il y a du calcul, hein, c'est pas très compliqué en soi mais il y a du calcul, RT de t est égal à moins exponentielle de moins bêta t, somme pour k allant de 0 à n-1 des bêta t à la puissance k sur factoriel k. Et on recommence à la question 7 avec une autre loi, la loi de Weibull. Vérifie qu'on a une densité de probabilité. Bon. Si on regarde bien les choses, il y a des redites en fait. Hein. Bêta est un nombre plus grand que 1. Donc, ben, psi, j'abrège un petit peu, hein, et continue sur R, sauf éventuellement 0. En 0, strictement non, positive, sur R. On a déjà un bon candidat. Maintenant, il faut qu'on calcule l'intégrale. Je vais m'intéresser directement à l'intégrale de 0 à x de t sur eta à la puissance bêta moins 1, exponentielle de moins t sur eta, le tout à la puissance bêta. On a sans doute intérêt à faire un petit changement de variable. Posons U par exemple est égal à t sur eta j'oublie un dt ici. Est-ce qu'on met la puissance bêta ou pas dedans? Non, il n'y a plus malin. Ici, il y avait le bêta
sur état, on peut direct aller à l'infini. Tout simplement, ici, on va avoir une primitive directe. On a moins exponentielle de moins t sur état à la puissance bêta, tout simplement, donc entre 0 et plus l'infini, car, alors, oui, pour montrer la convergence, on va laisser le x. Car t sur état à la puissance bêta prime, j'aurai donc du bêta multiplié par 1 sur état multiplié par t sur état à la puissance bêta moins 1. Donc j'aurai moins exponentielle de moins x sur bêta sur état. Encore une fois, il y a beaucoup de moins, enfin plus, moins plus en 0, ça nous fait 1. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur état à la puissance bêta va être égal à plus l'infini parce que bêta est plus grand que 1. Et donc par composition de limite, l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction qui s'appelle le psi, je crois, psi de bêta et de état de t dt, tant lorsque n lorsque x tend vers plus l'infini vers 1. Conclusion, psi bêta n est une densité de probabilité. C'est vraiment à cette question-là, on en a marre de faire tout le temps la même chose, et on a raison parce que c'est un petit peu agaçant. En tout cas, on a montré que c'était une densité de probabilité, et on a fini cette partie. Question B. On suppose que T déterminait la fiabilité et le taux de défaillance à la date T. Bon, ben, RT de T, c'est 1 moins F, la variable aléatoire s'appelle T. C'est-à-dire que l'on va avoir, en fait, on a directement l'intégrale de T à plus l'infini de psi bêta état de T dt. C'est-à-dire moins, on a déjà trouvé une primitive, donc c'est un petit peu plus simple, t sur état à la puissance bêta, pris entre, alors j'ai des t partout, je ne devrais pas, 2x dx, entre t et plus l'infini, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette chose-là, moins plus l'exponentielle de moins t sur état à la puissance bêta, et ça on a vu que cette limite va les... j'ai marqué égal... Oui, c'est ça. Égal 0. D'où RT de t est égal à une simple exponentielle de moins t sur état à la puissance bêta. C'est un petit peu plus grand. Voilà. J'ai oublié de noter que c'était valable pour tout t appartenant à R+. Voilà. Et ensuite, il nous faut donc le taux de défaillance, donc lambda de t. Lambda de t, c'est quoi? C'est f, ft, c'est-à-dire psi bêta, il faut que je le mette dans le bon sens, c'est bêta état ici, de t, sur rt de t. J'ai donc mon bêta sur état, t sur état à la puissance bêta moins 1, exponentielle de moins t sur état à la puissance bêta, divisé par l'exponentielle, moins t sur état à la puissance bêta, c'est-à-dire bêta sur état, t
sur eta à la puissance bêta moins 1. Et ça, c'est mon taux de défaillance, bon, qui s'exprime facilement pour cette loi. Voilà pour ça. Et on a presque terminé cette partie. Question C. La limite de lambda de t en fonction de la valeur de bêta. Lorsque t tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? Je fais du bêta moins 1. Donc tout va dépendre si ce bêta est égal à 1 ou pas. Premier cas, bêta égale à 1, donc j'ai lambda de t qui vaut 1 sur eta, et donc qui tend vers 1 sur eta lorsque n tend vers plus l'infini. Quand t, ça ne dépend plus de t. Ensuite, deuxième cas, bêta est strictement plus grand que 1. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le t sur eta, lorsque t tend vers plus l'infini, va tendre vers plus l'infini à une puissance positive. Donc j'ai t sur eta qui tend vers plus l'infini, donc t sur eta à la puissance bêta moins 1 va tendre vers plus l'infini, d'où lambda de t tend vers plus l'infini. Donc deux cas que je vais synthétiser à la page d'après, d'où lambda de t tend vers plus l'infini lorsque t tend vers plus l'infini si bêta est strictement plus grand que 1, lambda de t tend vers 1 sur eta quand t tend vers plus l'infini si bêta est égal à 1. Et voilà pour cette deuxième partie.